Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Prévenir un scénario du type 7 octobre dans les territoires de Judée et Samarie. Opération antiterroriste majeure déclenchée la nuit dernière. 3 brigades déployées, des drones en appui, des zones encerclées, dispositifs massifs dans 5 localités du nord de la Samarie. Israël prend les devants pour démanteler les cellules terroristes avant qu'elles ne passent à l'action. La manœuvre pourrait s'élargir au vu de l'ampleur du défi. Objectif, neutraliser les tunnels et ateliers d'armes. Un compte à rebours au moment où le Hamas fait tout pour déplacer le front loin de la bande de Gaza. L'action plutôt que la réaction, les détails dans un instant. Et justement, outre les territoires, le Hamas se renforce en ce moment au Liban, fusion d'intérêts et d'effectifs avec le Hezbollah. Dans l'ombre du mouvement terroriste palestinien, son concurrent et allié, le djihad islamique, lui aussi déménage de Gaza, direction la Syrie, installation dans les environs de Damas pour mieux se réorganiser et surtout pour échapper au raid de Tsahal, puisque Washington interdit à Israël de frapper en Syrie, où le nouvel homme fort, Ahmad al-Shara, semble accueillir à bras ouverts cet ennemi juré d'Israël. Question justement ce soir sur la pertinence d'un accord sécuritaire entre Damas et Jérusalem. Et puis nous reviendrons sur cette énième effusion diplomatique à Jérusalem. Israël et la France aux prises autour de consulat général français situé dans la capitale. C'est le député israélien Ohad Tal qui a accusé cette représentation de fournir illégalement des services aux Palestiniens des territoires. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi, à ses yeux, il est temps de mettre un terme à ces activités. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Ne pas attendre une tragédie supplémentaire pour passer à l'action, c'est donc le mot d'ordre de Tsahal dans le cadre de cette vaste opération antiterroriste lancée donc dans le nord de la Samarie, dispositif d'une ampleur assez rare dans cette région. On va y retrouver en direct notre envoyé spécial. Bonsoir Jonathan Serrero. Jonathan, une guerre de l'ombre, une guerre en forme de contre-la-montre, on le comprend avec les mouvements terroristes. Que sait-on d'abord des objectifs et des premiers résultats de cette opération ? Eh bien, depuis 4 heures cette nuit, entre la nuit de mardi à mercredi, Tsahal mène grand train dans 5 villages palestiniens du nord de la Samarie et mène donc cette opération de contre-terrorisme de grande envergure promise par l'armée israélienne mais aussi par le Shin Bet. On a appris il y a de cela quelques minutes que l'armée israélienne opère aussi dans différents districts de l'autorité palestinienne, dans les districts de Ramallah, dans les districts de Shrem Naplouse, dans les districts aussi de Jenin. Et depuis ce matin, l'aviation israélienne frappe les infrastructures terroristes de cette région, de ces 5 villages, notamment de Toubas et de Tamoun, qui se trouvent donc au nord de la Samarie. Des salles de contrôle ont été découvertes et de l'argent a été même saisi par les soldats de Tsahal. Cet argent servait à alimenter la machine des terroristes. Plus d'une vingtaine de suspects ont aussi été arrêtés par les forces armées israéliennes depuis ce matin, qui accélère le mouvement donc de cette opération qui devrait s'étendre sur plusieurs jours. La volonté de l'armée israélienne, c'est d'éviter des scénarios comme on a pu l'observer par le passé du côté de Jenin, du côté du Nour Shams ou encore du côté de Tulkarem, David. Ouais, donc détermination, Jonathan, d'autant qu'il faut se dire qu'on est face à une stratégie du Hamas de déplacer, c'est ça, le front vers la Judée et la Samarie. Vous voyez, derrière cette volonté de déplacer ces combats de la bande de Gaza vers la Judée-Samarie, un homme, Ayman Abu Khalil, c'est le chef des opérations du Hamas chargé du dossier de la Judée-Samarie. Ayman Abu Khalil est en Turquie. Il avait été libéré dans le cadre de l'accord Shalit, c'était en 2011. C'est un habitant du quartier de Bet Hanina du côté de Jérusalem, et il a été exilé du côté de la Turquie. Et depuis la Turquie, il alimente les organisations terroristes qui sont en poste dans la Judée-Samarie, aidées et soutenues aussi par l'allié iranien qui finance tous ces mouvements terroristes. Il y a une volonté depuis la signature du cessez-le-feu de la République islamique, mais aussi de la cellule du Hamas turc, de perpétrer des attentats dans le territoire de Judée-Samarie contre les civils israéliens et les habitants des localités juives de Judée-Samarie, David. Voilà, l'Iran jamais loin lorsqu'il s'agit de violence anti-israélienne.
israélienne. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct ce soir du nord de la Samarie. Alors, on va faire justement le tour des scénarios et des options pour Israël. On accueille tout de suite le colonel retraité Amit Assa. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes ancien membre du Shabak. Mathias Inbar, notre expert défense, est avec nous. Bonsoir Mathias. Alors, Amit Assa, d'abord, on sait que la menace, elle est permanente. Pourquoi maintenant cette opération? Quel a été l'élément déclencheur d'après vous? Nous connaissons bien les activités du Hamas en Judée et Samarie et depuis le début de cette guerre glaive de fer, on a vu ces activités. Et moins le Hamas a de possibilités de se renforcer, de se reconstruire dans la bande de Gaza, il est plus actif en Judée et Samarie. D'un autre côté, on sait aussi que l'Iran essaye, notamment récemment, de reconstruire les infrastructures du Hamas en Judée et Samarie parce que ils ne parviennent pas à exercer la pression qu'il souhaiterait exercer dans la bande de Gaza. Donc c'est un front supplémentaire du Hamas et nous voyons aussi un réveil du Hamas au Liban et au-delà. Donc cela ne doit pas nous surprendre à ce que le Hamas soit actif en Judée et Samarie. L'armée, le Shabak, depuis 2 ans, agissent avec détermination pour empêcher cet armement et la montée en puissance du Hamas en Judée et Samarie. C'est pourquoi régulièrement on va avoir des opérations à l'initiative de l'armée et du Shabak dans un secteur plus ou moins restreint. Cela ne signifie pas qu'il y ait une activité au-delà de ce qu'on connaissait. Cela veut dire que l'armée a décidé de prendre l'initiative et de ne pas attendre les activités du Hamas. Ouais, donc s'habituer à ces opérations. Alors justement, Mathias, c'est ça la différence. On nous dit souvent d'ailleurs entre Gaza et la Judée-Samarie, c'est que dans ces territoires, ça est présent et ils disposent d'une latitude d'action assez large. C'est ça qui fait la différence. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le 7 octobre, il y a une prise de décision du commandement centre et de Tsahal de manière générale, à ce que Tsahal soit à l'intérieur des villes. Et c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que si auparavant, et Amit Assa connaît parfaitement bien le sujet, rappelons quand même qu'il faisait partie de l'unité d'intervention du Shabak. Et lorsque, effectivement, le Shabak était à l'intérieur, mais que Tsahal était à l'extérieur, il fallait presque attendre les cellules et espérer les intercepter avant qu'elles ne commettent leur acte. Là, la grande différence, c'est que Tsahal est rentré à l'intérieur. Tsahal est présent tout le temps. Et donc, d'abord, il y a des informateurs. De deux, il y a plus de mouvement, de liberté de mouvement à l'intérieur. Troisièmement, des grands travaux d'infrastructures ont été entamés pour détruire les petites rues étroites où les terroristes pouvaient se cacher, tirer sur les soldats et ensuite se terrer à l'intérieur des lieux publics. Là, eh bien, Tsahal a ouvert justement les routes. Dois-je le rappeler quand même, à goudronner certaines voies d'accès à l'intérieur des villes comme Jenin par exemple ou Naplouse pour permettre aussi plus de visibilité et surtout permettre aussi aux civils à l'intérieur de pouvoir mieux circuler. Donc en fait, on voit que c'est un système qui fonctionne et au final, eh bien, cela montre qu'il y a des efforts en termes de lutte terroriste, de lutte antiterroriste, pardon, et au quotidien. J'aimerais juste rappeler quand même, c'est important de le rappeler, que la terreur du Hamas et du djihad islamique et des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, c'est-à-dire la branche armée du Fatah, ne s'est jamais arrêtée. On en parle un peu plus aujourd'hui, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Important de le rappeler, c'est un défi effectivement permanent. Alors Amit Assa, dans ce type d'opération et dans cette région de la Judée et de la Samarie, est-ce que vous pensez qu'Israël peut compter sur le soutien américain, même dans le cadre d'un élargissement des opérations? Il y aura moins de pression internationale qu'à Gaza? En Judée et Samarie, je pense que nous avons une liberté d'agir plus importante qu'ailleurs. D'autant plus qu'en Judée et Samarie vivent côte à côte des Juifs et des Arabes et souvent ils circulent sur les mêmes routes et donc la menace est bien plus grande et bien plus dynamique. Par conséquent, la liberté d'agir des forces de sécurité en Judée et Samarie est complètement différente
de ce qui peut se faire en zone de guerre, comme dans la bande de Gaza, où il y a des accords ou des activités qui pourraient transférer la contrôle d'un terrain à quelqu'un d'autre que l'armée israélienne. Ici, personne ne remet en cause que ceux qui sont responsables de la sécurité, c'est l'armée israélienne et le Shabak et les autorités israéliennes. Et c'est pourquoi il n'y a pas non plus d'intervention des États-Unis ou d'autres acteurs externes en ce qui concerne les activités de sécurité en Judée et Samarie. Mathias, en quelques mots, cette tension que vous nous décrivez dans les territoires, elle pourrait culminer, vous pensez, avec des opérations d'une envergure comparable à ce qu'on a pu voir à Gaza en termes de déploiement avec l'aviation, parce qu'on sait que c'est assez rare que l'aviation intervienne dans cette région. Alors effectivement, l'aviation est intervenue en premier lieu via des hélicoptères de combat qui ont ouvert le feu vers des bases retranchées d'organisations terroristes pour permettre aux hommes au sol justement d'intervenir. Pour l'instant, on n'est pas, et je parle sous le contrôle également d'Amitassa, on n'est pas dans le cadre de l'opération Rempart numéro 2 qui était tant attendue. Effectivement, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, il y a un élargissement des opérations. Ça ne se concentre pas dans Touman, Tamoun, Toubas, Far'a, c'est-à-dire la jonction entre la vallée du Jourdain et le Jenin, mais ça se développe également comme activité autour de Ramallah et d'autres lieux. On pourrait attendre effectivement, et ça pour l'instant la décision n'a pas encore été prise, voir des opérations qui s'élargisseraient au bastion véritablement du Hamas dans le Gush Etzion, c'est-à-dire Hébron, Bethléem. On n'en est pas encore là, mais ça pourrait venir parce qu'on a vu la recrudescence d'attaques dans cette région justement des cellules dormantes et des loups solitaires. Voilà, en tout cas effectivement beaucoup de travail, des tunnels, des missiles, des unités d'armement et donc cette posture proactive de Tsahal. On vous libère, Mathias Inbar, merci beaucoup, et tout de suite Amitassa, on vous retrouvera pour parler de ce qui se passe à Gaza. Alors justement, on va parler d'évolution dans la bande de Gaza, l'évolution de la situation. Tsahal qui poursuit ses opérations ciblées, regardez, et qui affirme avoir éliminé 20 terroristes en l'espace d'une semaine. 8 autres ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de s'échapper de leur tunnel. Et ce mercredi, l'armée israélienne a mené des raids dans le secteur de Rafah, dans la partie sud de Gaza. L'aviation a repéré 6 terroristes en fuite avant de les cibler. 2 autres terroristes ayant franchi la ligne jaune ont également été éliminés dans la soirée. Et les troupes resteront déployées pour neutraliser toute menace immédiate, affirme donc le commandement de Tsahal. Alors, cessez-le-feu fragile et situation instable, ce qui n'empêche pas les États-Unis d'envisager d'ores et déjà la reconstruction de Gaza. Qu'importe que les tensions restent vives et que le Hamas ne soit pas désarmé, pour Washington, il faut avancer et mettre en place des cités dortoirs temporaires dans les zones contrôlées par Tsahal. Une piste explorée pour nous par Deborah Benaï. Des communautés alternatives sûres. C'est ainsi que les responsables américains désignent les logements temporaires envisagés pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. Selon le plan de l'administration Trump, ces complexes résidentiels seraient concentrés dans les zones contrôlées par Israël. Des habitations modulaires de la taille de conteneurs maritimes qui avaient déjà été utilisées pour loger des réfugiés en Syrie, des victimes de tremblements de terre en Turquie et des troupes américaines dans des bases militaires à travers le Moyen-Orient. Chacun de ces complexes serait en mesure d'accueillir jusqu'à 20 à 25 000 personnes, ainsi que des cliniques et des écoles. Les responsables américains espèrent que les Palestiniens accepteront de s'installer dans ces nouveaux logements, attirés par la perspective d'une plus grande sécurité, libérés du joug du Hamas et encouragés par des opportunités d'emploi. Mais ces responsables ne le cachent pas, un tel projet ne sera pas facile à mettre en œuvre. Déjà, le déblaiement des décombres prendra du temps, en particulier si les équipes mobilisées découvrent des tunnels, des munitions qui n'auraient pas explosé ou encore des restes humains. De même, on s'attend à ce que le premier complexe ne soit pas prêt avant plusieurs mois, puisqu'il faudra ensuite entre 6 et 9 semaines supplémentaires pour ériger ces maisons préfabriquées. De plus, son coût est évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars et le financement du projet n'est pas encore clairement défini. Côté israélien, on souligne également l'importance de garanties de sécurité. Les antécédents des Palestiniens désirant résider dans ces nouveaux complexes feront l'objet d'un examen approfondi. Et on revient vers vous, Amitassa. Où en est-on à Gaza? Parce qu'on avance, on a l'impression, en 2 temps bien distincts, celui des tensions tenaces, malgré le cessez-le-feu, et puis celui de l'après-guerre qui est voulu par Washington. Est-ce que les Américains vont trop vite, d'après vous?
Je pense qu'il y a une certaine naïveté encore de la part des Américains. Ils pensent qu'on peut passer à la deuxième étape sans que le Hamas ait déposé les armes. Ni les Américains, ni des forces internationales ne pourront agir dans la bande de Gaza si le Hamas a encore le contrôle sur le terrain. On voit un renforcement du Hamas dans toute la bande de Gaza, surtout dans le nord, parce que à partir du moment où il y a de l'argent et que le Hamas prend le contrôle des camions d'aide, eh bien, le Hamas peut recruter des militants et se renforcer. Donc, on ne voit pas qu'il dépose les armes, mais au contraire qu'il se renforce. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit, ni des forces américaines, ni des forces internationales, ni des forces arabes n'entreront dans la bande de Gaza tant que le Hamas n'aura pas été désarmé. Donc, je pense que c'est une période que je dirais une période naïve de la part des États-Unis, et cela se terminera lorsque les Américains comprendront que le Hamas continue à contrôler la bande de Gaza et ne laisse pas une autre force prendre le contrôle. Donc, cette volonté de reconstruire la bande de Gaza, c'est un souhait un peu naïf, et cela n'aura lieu que quand le Hamas aura été désarmé. En ce qui concerne cette reconstruction, j'ajouterai juste un mot pour dire que la reconstruction, c'est quelque chose qui durera pendant de nombreuses années. Si quelqu'un pense qu'on peut construire des quartiers dans certains secteurs, ça n'est pas réaliste pour la population. On parle là de dizaines de milliers de logements qui sont planifiés par les Américains, mais ça ne suffira pas pour les centaines de milliers de Gazaouis qui n'ont plus de logement. Les Gazaouis ne pourront pas vivre dans ces conditions, même s'ils l'ont fait au cours des 2 dernières années. Nous, on verra que naturellement, la bande de Gaza n'est pas un endroit où on peut vivre aujourd'hui, et donc les Gazaouis doivent émigrer naturellement et de leur propre gré vers d'autres pays. Et cette reconstruction, c'est un projet à long terme, et peut-être que certains pourront rentrer. Mais la situation actuellement dans la bande de Gaza fait que la bande de Gaza est inhabitable aujourd'hui. Voilà, l'écart entre le rêve américain et la réalité gazaoui. Merci beaucoup, colonel Amit Assad, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Et autre aspect, il reste encore 2 dépouilles d'otages retenues par les terroristes à Gaza. Hier a eu lieu, souvenez-vous, la restitution et l'identification du corps de Dror Or, un héros du kibbutz Be'eri qui avait sauvé ses enfants avant d'être assassiné. Tout comme son épouse Yonat, il laisse autour de lui un souvenir impérissable. Portrait en compagnie de Loïc Stéchir-Chokron. Ses enfants ont attendu son retour pendant 782 jours. La dépouille de Dror Or a été formellement identifiée par l'Institut médico-légal de Tel Aviv, rapatrié hier par les forces israéliennes depuis Gaza. Dror Or et sa femme Yonat ont été assassinés le 7 octobre 2023 par des terroristes du djihad islamique palestinien. La dépouille de l'Israélien a été emportée de Be'eri où il vivait. Ses enfants, Noam et Alma, alors âgés de 17 et 13 ans, ont été enlevés vivants, tout comme son neveu Liam Or, puis libérés le 25 novembre 2023 dans le cadre du premier accord. 2 ans jour pour jour après leur libération, ils peuvent enfin enterrer leur père. Sur la place des otages, il y a 2 mois, sa fille Alma s'exprimait en ces termes. Il est difficile de décrire avec des mots la douleur qui me ronge depuis que j'ai réalisé que j'avais perdu mes 2 parents. Un enfant ne devrait pas avoir à supplier pour que le corps de son père lui soit rendu. Or a travaillé dans l'imprimerie du kibbutz Be'eri avant de revenir à ses racines culinaires et de rejoindre sa fromagerie en 2009. Dror était un fromager exceptionnel d'après ses amis, ses collègues et tous ceux qui ont eu le plaisir de déguster sa production artisanale. Il reposera désormais en Israël, dans la terre de Be'eri qu'il aimait tant. Il reste désormais 2 corps d'otages aux mains des terroristes à Gaza. Ran Gvili, policier israélien de 24 ans de l'unité antiterroriste Yassam. Il est tombé le 7 octobre en combattant les terroristes du Hamas au kibbutz Alumim. Et Sutti Sakrin Talak, un travailleur agricole thaïlandais de 43 ans, tué puis enlevé du kibbutz Be'eri où il logeait. La douleur à travers tout le pays. Allez, la suite, c'est le parti pris de cette édition tout de suite.
parti pris qui va réveiller justement les plaies du 7 octobre et des prises d'otages. La coalition au pouvoir en Israël a rejeté tout à l'heure à la Knesset un projet de loi visant à apporter une aide financière justement aux survivants du cauchemar de la captivité. Ce qui mérite explication, Maurice Ifergan. Bonsoir Maurice. Bonsoir, notre analyse d'abord, le pourquoi du comment, puisque les réactions sont très virulentes depuis tout à l'heure. Oui, David, l'opposition a voulu panser les plaies du 7 octobre et a présenté à la Knesset un projet de loi pour attribuer une aide financière immédiate aux otages libérés, ceux qui sont encore vivants, et aux familles des otages décédés. Un pactole de 4 millions de shekels par otage vivant ou par famille d'otages décédés, soit un total de 251 otages, 1 milliard de shekels au total. Finalement, non, la Knesset a rejeté le projet, 50 votes contre le projet, la majorité de la coalition, et 40 pour la majorité de l'opposition. Vous voyez que finalement, il n'y a pas eu du tout de sentiment de corriger quelque chose après l'échec du 7 octobre. Et donc, pour vous, Maurice, elle est injustifiée, cette décision de la coalition? Ah oui, c'est un vrai scandale, et même, je dirais même une faillite morale, parce que finalement, le gouvernement a une certaine responsabilité, je dirais même une responsabilité certaine dans l'échec du 7 octobre, a laissé une population israélienne du sud du pays face à des hordes de terroristes, et l'armée n'est pas intervenue, ça a fini en massacre. Malgré tout, il y a une responsabilité. Il faut dédommager ces gens qui ont subi finalement l'incurie des services de sécurité et du gouvernement. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que eux, il y a d'autres personnes qui ont finalement subi des dommages au cours de ce 7 octobre, notamment les réservistes, les familles des soldats décédés, tous ces gens-là. Il faut dire que, écoutez, le budget du ministère de la Défense leur attribue déjà près de 10 milliards de shekels pour venir en aide à ces soldats qui sont tombés au combat ou qui souffrent d'un post-trauma. Quant aux familles des otages, chaque otage touche un pactole de 60 000 shekels, c'est totalement insuffisant. Je pense qu'on aurait dû se montrer beaucoup plus généreux après l'échec du 7 octobre. Générosité pour réparer, effectivement. Merci beaucoup, Maurice Ifergan, pour ce parti pris ce soir. Un mot à présent du front libanais, c'est important. Intense activité diplomatique ces jours-ci au Liban, 72 heures après l'élimination spectaculaire par Tzahal du chef d'état-major du Hezbollah à Beyrouth. C'est le chef de la diplomatie égyptienne qui s'est rendu au pays du Cèdre. Le but, éviter évidemment une escalade et une guerre totale. Bonsoir Loïc Stécher-Chokroun. Loïc, réunion prévue avec de hauts responsables libanais et même, pourquoi pas, avec les dirigeants du Hezbollah. Effectivement, et puis les discussions de ce responsable du chef de la diplomatie égyptienne pourraient avoir lieu également avec Israël. On va le détailler dans un instant. En tout cas, au pays du Cèdre, comme vous l'avez mentionné, David, au cœur des discussions se trouve l'initiative de l'envoyé américain Tom Barak, qualifié de dernière chance. On a déjà entendu ça, David, entre vous et moi. 6 points principaux à retenir. Tout d'abord, le premier, la reconnaissance de l'échec de l'accord de cessez-le-feu signé il y a un peu plus d'un an, c'était en octobre 2024. Deuxièmement, l'ouverture de pourparlers, cette fois-ci directe entre représentants et hauts représentants libanais et israélien sous l'égide des États-Unis. Troisièmement, un accord national pour mettre fin à la situation militaire du Hezbollah. 4e point, David, en lien avec le 3e, Washington mobiliserait des fonds auprès de pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar pour une sortie honorable du Hezbollah. Ce n'est pas mentionné ce que ça veut dire, sortie honorable du Hezbollah. 5e, David, un engagement du Hezbollah de déposer les armes sous supervision américaine et sous calendrier américain précis. Enfin, 6e, la mise en œuvre des exigences du Fonds monétaire international. Bref, plusieurs diplomates occidentaux auraient du moins déjà averti le Liban. Israël pourrait passer à l'action et frapper non seulement des cibles du Hezbollah, mais aussi des cibles liées à l'État libanais. Voilà, l'option diplomatique avant l'option militaire. Merci beaucoup, Loïc Stécher. Chokroun.
Et ce n'est pas fini pour les défis sécuritaires qui guettent Israël. Celui-ci intègre, vous allez le voir, une composante diplomatique également. Le djihad islamique palestinien, très implanté à Gaza, établit ces temps-ci une présence militaire en Syrie, et cela avec l'aval du nouveau régime d'Ahmad al-Shara, le même qui négocie en ce moment un accord sécuritaire avec Israël. Autre problème pour Israël, l'interdiction faite par Washington de mener des frappes en territoire syrien, une situation qui a tout du piège, comme nous l'explique Eva Fasseli. Depuis plusieurs semaines, la branche armée du djihad islamique renforce ses positions autour de Damas, notamment dans des camps de réfugiés palestiniens. Cette implantation en Syrie ne se fait pas en secret. Le régime du président Ahmed al-Shara a nommé un émissaire chargé de maintenir le dialogue avec la direction du mouvement. Les autorités syriennes savent donc parfaitement ce qui se joue sur leur territoire. Pour le djihad islamique, la Syrie représente aujourd'hui un terrain idéal, Washington ayant imposé à Israël une interdiction informelle de frapper des cibles en Syrie, offrant ainsi au groupe palestinien le loisir de développer ses infrastructures terroristes. Cette montée en puissance intervient alors que le Hamas consolide parallèlement sa présence au Liban, en coopération étroite avec le Hezbollah. Deux mouvements qui entendent mener le combat face à Israël sur plusieurs fronts. Ce renforcement du djihad islamique en Syrie survient au moment où Damas tente de convaincre l'Occident de sa volonté de combattre le terrorisme. Il y a quelques semaines, lors de la visite du président al-Shara à la Maison-Blanche, l'émissaire américain Tom Barrack affirmait que la Syrie serait prochainement un partenaire actif de la lutte antiterroriste. Cette semaine marque un tournant décisif. Damas va désormais nous aider à démanteler les vestiges du Hamas, du Hezbollah et d'autres réseaux terroristes. Un optimisme que les responsables israéliens ne partagent pas. Et l'on peut comprendre cette méfiance. Ce sera l'objet de nos 3 questions tout de suite. Alors, déménagement des groupes terroristes depuis Gaza vers le Liban pour le Hamas et vers la Syrie pour le djihad islamique. Le régime al-Shara veut-il vraiment tourner la page du terrorisme et du djihad? On interroge à ce propos le professeur Eyal Zisser. Bonsoir et merci, vice-recteur de l'université de Tel Aviv et maître de conférence au département d'histoire du Moyen-Orient, ainsi qu'au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient. Pourquoi d'abord le djihad islamique, d'après vous, a choisi la Syrie comme arrière-base? On imagine que les conditions lui sont propices, voire idéales dans ce pays? Non, c'est une question historique. Le djihad islamique a été soutenu par les Syriens, puis par les Libanais qui étaient des alliés de la Syrie. Et le djihad islamique a été présent en Syrie pendant de nombreuses années. Il est resté présent et il était difficile pour al-Shara de s'occuper du djihad islamique. Il n'arrête pas de dire qu'il va le faire, mais apparemment, il ne le fait pas vraiment. Ouais, et c'était un handicap majeur pour Israël de ne pas pouvoir opérer en Syrie en raison du veto américain. Est-ce que cette nouvelle donne de la présence de ce groupe terroriste palestinien, ça doit inciter Washington à revoir cette décision? Je ne sais pas si les Américains vont changer d'avis. Il faut les convaincre que ça n'est pas une cellule locale du djihad islamique, mais qu'il y a une coopération étroite avec le régime syrien. Il faut aussi qu'Israël soit convaincu que c'est le cas. Et s'il y a vraiment un terroriste connu et une cible, je ne pense pas que les Américains s'opposeront à ce qu'on l'élimine, tant qu'on dise que ça n'est pas contre le régime syrien qui est maintenant un ami des États-Unis. Alors justement, finalement, est-ce que cette situation nous montre quelque part le vrai visage d'Al-Shara et de son régime, c'est-à-dire un djihadiste ou ex-djihadiste qui offre quand même un sanctuaire à d'autres groupes djihadistes? Tout d'abord, pour connaître le visage de ce régime, il suffit de voir son attitude vis-à-vis des minorités, les massacres de Druzes, d'Alaouites. Et oui, s'il y a la présence du djihad islamique, cela montre que le régime n'a pas modifié son comportement et c'est effectivement un test pour savoir ce qui nous attend. Voilà, test est en tout cas inquiétant pour l'instant. Merci beaucoup, professeur Eyal Zisser, d'avoir répondu à nos 3 questions ce soir.
Et justement, autre pays de la région qui se retrouve au cœur de la relation entre Israël et les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite. Nous sommes une semaine après la visite du prince héritier Mohammed bin Salman à Washington et on garde en tête les sourires et l'amitié affichés avec Donald Trump. Et pourtant, tout cela n'aurait été qu'une façade. Antoine Velard va nous expliquer tout cela depuis Washington. Bonjour Antoine, révélation du média Axios. Le président américain n'aurait pas apprécié le prétexte brandi par MBS pour justifier la non-avancée de cette fameuse normalisation tant attendue entre Jérusalem et Riyad. Oui, vous savez que le grand objectif de Donald Trump pour le Moyen-Orient, c'est d'élargir les accords d'Abraham. Il veut notamment à tout prix convaincre l'Arabie Saoudite de s'engager dans ce processus et de reconnaître Israël. Le sujet a donc évidemment été abordé la semaine dernière lorsque MBS a été reçu à la Maison-Blanche. Et selon le média Axios, toujours très bien informé, la conversation sur ce point a été particulièrement tendue. Donald Trump, qui n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête, s'est retrouvé face à un mur. MBS refuse pour le moment de s'engager. Il explique que son opinion publique n'est pas prête alors que la guerre à Gaza est dans toutes les têtes et que ce conflit a exacerbé le sentiment anti-israélien en Arabie Saoudite. MBS en fait fixe toujours la même condition avant de s'engager dans un processus de reconnaissance d'Israël. Il faut qu'il y ait, dit-il, d'abord un État palestinien ou à minima un chemin crédible et irréversible vers une solution à deux États. Pour le moment, ça n'est pas le cas et donc la réponse est non. Alors ce refus de Riyad, c'est clairement un échec pour Donald Trump, un échec de sa méthode. Trump a toujours été convaincu que ses bonnes relations avec certains dirigeants lui permettent d'obtenir des résultats et de conclure des deals. Là, pour le coup, il a tout fait pour satisfaire MBS. Il l'a reçu avec les plus grands honneurs. Il lui a accordé beaucoup de choses que les administrations précédentes lui avaient refusées, notamment un accord sur le nucléaire civil, un accord de défense renforcé avec la vente d'avions de combat F-35. Tout ça dans l'espoir qu'en échange, MBS donne son feu vert sur la reconnaissance d'Israël. Ça n'a pas fonctionné. En fait, Trump, jusqu'ici, avait toujours minimisé les demandes de MBS au sujet d'un État palestinien. Cette conversation très tendue qu'il a eue avec le prince héritier est finalement venue lui rappeler que cette condition n'est tout simplement pas négociable. Voilà, retour à la réelle politique. Merci beaucoup Antoine Velard devant la Maison-Blanche à Washington. Et justement, la suite de notre feuilleton, vous le savez, Israël-États-Unis, c'est notre dossier de la semaine. Ce soir, après l'historique de la relation et l'alliance stratégique, parlons politique américaine. Parce qu'aux États-Unis, Israël n'est pas uniquement un dossier de politique étrangère, c'est devenu un marqueur identitaire et donc un enjeu électoral. Démonstration lors de chaque élection, y compris récemment à New York, on a vu où la question du soutien ou non à Israël est l'une des plus clivantes. Pas d'entre-deux. Aux USA, on aime ou on déteste Israël, alors quel courant s'imposera dans les années à venir entre les républicains évangéliques et les démocrates pro-palestiniens. Les forces en présence d'abord, Déborah Benayoun. Pendant longtemps, la question d'Israël était plutôt consensuelle dans la politique intérieure américaine. Mais désormais, républicains et démocrates sont profondément divisés. Les uns accordent un soutien inconditionnel, les autres sont de plus en plus critiques. Chez les démocrates, beaucoup expriment désormais ouvertement une opposition, notamment chez les jeunes et une grande partie des minorités. Sous Joe Biden, la question israélienne a même créé une véritable guerre civile interne. Alors que le président voulait rester dans la tradition démocrate dite pro-Israël, sa base poussait dans l'autre sens. Et le 7 octobre n'a rien arrangé, bien au contraire. À New York, l'élection de Zoran Mamdani est symptomatique de cette nouvelle réalité. L'élu de 34 ans aurait bénéficié de la colère de certains démocrates provoquée par la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. Une hostilité largement montrée lors des manifestations sur les campus universitaires, renforcée par les réseaux sociaux. Israël est même devenu un symbole de la lutte politique aux États-Unis, au même titre que l'avortement, le wokisme ou les armes. De l'autre côté du spectre politique, chez les républicains, c'est exactement l'inverse. À peine revenu au pouvoir, Donald Trump promet de revenir à la ligne adoptée lors de son premier mandat, au cours duquel il a marqué un soutien massif à Israël. Il n'hésite pas à attaquer ce qu'il appelle l'extrême gauche anti-Israël. Objectif, réactiver les évangéliques pour qui Israël a une valeur religieuse et civilisationnelle. Une façon de transmettre un message clair. Défendre Israël, c'est affirmer l'identité conservatrice américaine. Sans oublier le rôle des lobbies très influents aux États-Unis. Eux aussi se polarisent de plus en plus. Les PAC restent puissants, mais il est contesté et concurrencé par des organisations plus dures ou plus progressistes. Dans le camp d'en face, des lobbies pro-palestiniens, parfois adossés au Qatar, gagnent en poids, notamment dans l'aile gauche démocrate. Que ce soit du côté des républicains ou des démocrates, Israël joue définitivement un rôle de poids et peut faire gagner ou perdre une élection.
Et on va s'arrêter justement sur l'un des aspects fascinants qui illustre l'importance d'Israël aujourd'hui dans le débat politique aux USA. Bonsoir Déborah Benayoun, à qui l'on doit ce dossier ce soir. Déborah, on assiste quasiment aujourd'hui à un match du plus fort soutien à Israël entre le lobby AIPAC et le mouvement évangélique. Expliquez-nous. Eh bien, il faut d'abord comprendre que le système politique américain est très influencé par ce qu'on appelle des groupes d'intérêt ou lobbies, l'AIPAC et notamment le lobby pro-Israël par excellence. Il cherche à encourager le gouvernement américain à adopter des politiques qui soutiennent Israël, mais il faut savoir que cette organisation est de plus en plus contestée, en particulier depuis la guerre à Gaza. C'est surtout d'ailleurs du côté des démocrates que ça coince. Comme on l'a vu dans le sujet, critiquer Israël devient peu à peu une stratégie viable et même nécessaire pour toute une partie de l'échiquier politique américain. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, eh bien là, il y a un groupe qui soutient Israël presque de façon quasi inconditionnelle. Il s'agit des évangéliques, puisqu'aux États-Unis, ils sont des millions, ils votent républicains, et pour eux, Israël n'est pas seulement une alliance stratégique, mais c'est aussi un élément théologique. À noter d'ailleurs, c'est que l'actuel ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, est un chrétien évangélique. Il avait même cité la Genèse selon laquelle Dieu bénira ceux qui bénissent Israël et maudira ceux qui maudissent Israël. Et ce groupe, eh bien, il peut faire basculer une élection. En bref, la politique américaine, eh bien, elle dépend autant de la Bible que du Pentagone. Intéressant et assez unique au monde. Merci beaucoup Déborah Benayoun. On va plus loin tout de suite avec un expert des États-Unis. C'est Nicolas Conquer qui nous rejoint. Bonsoir et merci. Vous êtes porte-parole du Parti républicain. Alors aux États-Unis, on vient de le voir, quand on parle d'Israël, on touche directement au facteur religieux qui est omniprésent en Amérique. Ce qui explique, vous pensez, l'importance politique au final d'Israël ? Alors, il y a véritablement une proximité religieuse avec, on l'a parlé, ce courant évangélique et même de manière plus générale dans toute la chrétienté et la communauté juive qui sont très attachés à cette promesse messianique et ce message biblique. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout à mettre en perspective avec une question civilisationnelle. On le voit bien désormais repoindre dans les médias, dans les universités, une rhétorique assez délétère contre le juif, contre ce espèce de marxisme culturel qui est véhiculé par le wokisme et donc qui cherche à créer des oppresseurs et des opprimés. Cette culture victimaire vise à pointer du doigt et donc la figure de l'homme juif est par définition celle toute trouvée, mais également l'homme blanc. Et donc les juifs vont à pâtir de tout ça et le soutien renouvelé des États-Unis de l'administration Trump au profit d'Israël est très précieux et ils le rendent bien comme on voit comme il a été accueilli dernièrement en Israël. Ouais. Il y avait beaucoup de tensions et ça n'a peut-être pas été mentionné dans votre dernier documentaire sur l'aile droite dont je peux parler au sein du Parti républicain qui contestait l'intervention armée, le soutien des États-Unis au profit d'Israël dans la guerre contre l'Iran. Les gens qui étaient ceux qui sont les isolationnistes sont au final revenus sur cette position en considérant que Donald Trump il a empêché le déclenchement de cette troisième guerre mondiale en oblitérant le nucléaire iranien. Donc d'une certaine manière, il y a eu une petite appréhension de savoir si Trump allait se laisser embarquer par le complexe militaro-industriel ou des intérêts étrangers. Au final, il a eu une action déterminante en faveur de la paix. Effectivement. Et quelque part, Nicolas Conquer, on aurait une double fracture démographique, communautaire et puis aussi peut-être générationnelle. Parce qu'on sait que les plus de 50 ans restent très majoritairement pro-Israël, les moins de 30 ans majoritairement pro-palestiniens. Ça fait un écart immense, peut-être inquiétant pour la suite de la relation Israël-États-Unis, vous pensez ? C'est une bascule complète. Si je vous prends un chiffre, c'est sur les jeunes démocrates de moins de 30 ans. Il y a un net défavorable de 72 points chez les jeunes démocrates qui sont en faveur de la Palestine. Donc on voit qu'il y a une contagion émotionnelle qui est certes à prendre en compte et surtout de voir si c'est un mouvement qui est organique ou est-ce que c'est alimenté par des puissances ou des courants étrangers. Et j'en prends pour preuve l'action qui a été attentée par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et qui a été repris par Donald Trump, de faire un décret présidentiel pour investiguer le courant des frères musulmans et notamment ce qu'il y a aux États-Unis, le CAIR, le Center of American Islamic Relationships, qui cherche aussi à œuvrer avec un islamiste un peu quiétisme et conquérant, justement en vue de voir s'il y a des ramifications avec des groupements terroristes qui vivent à attenter aux intérêts français. Donc en résumé, il y a un côté irrationnel, c'est-à-dire que ce dossier israélo-palestinien, malgré la taille très petite d'Israël, c'est vraiment l'un des marqueurs ou des axes politiques les plus importants aujourd'hui dans la politique américaine, vous diriez ?
Parce que ça contribue d'une certaine vision de cette même promesse messianique. D'une certaine manière, les États-Unis sont devenus la nouvelle Rome. Il y a un attachement à ce peuple israélien par ce qu'ils ont subi, par rapport à cette alliance communautaire et civilisationnelle. Et donc, on se dit, c'est le dernier rempart de la démocratie au Moyen-Orient. Et si Israël flanche, c'est tout un peuple, c'est toute une histoire, c'est toute une civilisation et toute une religion qui est menacée. Et ils sont le rempart. On le voit bien d'ailleurs, les États-Unis aussi le disent sur d'autres thématiques par rapport à l'immigration, par exemple, à ce suicide civilisationnel dont ils parlent pour l'Europe, en disant en fait, vous êtes en première ligne et vous nous tendez un miroir, vous nous alertez sur ces situations-là, d'où cette défense qui est d'autant plus marquée vis-à-vis d'Israël, les États-Unis sont leur premier allié historique depuis la création. Et Donald Trump a donné des gages sérieux de cette amitié avec la reconnaissance du Golan, le décalage de l'ambassade américaine à Jérusalem, et j'en passe. Donc il y a quand même une volonté et une main tendue qui est pas juste clientéliste, mais qui est vraiment ancrée dans un axe civilisationnel. Voilà, une convergence de valeurs, ce qui fait que le focus effectivement est beaucoup sur Israël. Merci beaucoup à vous, Nicolas Conquer, d'avoir été ce soir en direct avec nous. Allez, on revient à l'actualité version accélérée cette fois-ci. Voici l'info chrono. Et c'est l'autre plan Trump. Il concerne la guerre en Ukraine, toujours en haut des préoccupations internationales. La formule censée tracer le chemin vers la paix se voit allégée. Elle passe de 28 à 19 points. Résultat, tout s'accélère. Kiev a accepté le principe de cette version qui lui est davantage favorable comme base de négociation. Problème, c'est maintenant la Russie qui pourrait rejeter ce plan. Moscou dit toutefois y déceler des points positifs. En parlant de la Russie, la suite des déboires au Royaume-Uni du leader d'extrême droite Nigel Farage, le champion des sondages, chef du parti Reform UK, se voit fragilisé par la condamnation à la prison de l'un de ses collègues reconnu coupable d'avoir accepté de l'argent de politiciens ukrainiens à la solde de Moscou. Autre scandale, des accusations graves d'antisémitisme et de propos favorables à Hitler et au nazisme dès son enfance. Une vingtaine de témoignages ont été recensés. Son entourage dénonce une diffamation. Enfin, ces images des émeutes violentes d'hier soir en Israël. La scène se déroule à Ramat Gan, près de Tel Aviv. Une unité de la police militaire était venue tenter d'arrêter un étudiant de Yeshiva à son domicile. Immédiatement, mobilisation massive du public orthodoxe des environs. À l'arrivée, des débordements difficilement contrôlables. Le véhicule des forces de l'ordre a été renversé. L'opération a finalement échoué. Le jeune homme concerné se trouvant dans son école talmudique au moment de l'intervention. Et tout de suite, place à l'édito. Malgré ses tentatives d'apparaître intactes, l'Iran et ses associés accusent le coup à certains niveaux suite à la guerre des 12 jours et suite aux opérations de Tsahal, non seulement en Iran, mais aussi au Liban et au Yémen. Bonsoir Christian Ballard, notre consultant diplomatique à Paris. Christian, tout cela se traduit aussi par des tensions plutôt inédites. Racontez-nous entre Téhéran et les Houthis. Aujourd'hui, l'Iran a perdu le contrôle des Houthis. La fracture apparaît au grand jour au sein de ce que j'appelle la famille des proxys. Les officiels iraniens reconnaissent qu'ils sont devant un allié moins fiable, qui ne les écoute plus. Ils viennent de dépêcher à Sanaa un commandant des gardiens de la Révolution pour tenter de remédier aux dissensions. L'Iran veut verrouiller le soutien aux Houthis pour stabiliser ce qui reste de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. La fracture est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Les Houthis ne veulent plus répondre aux injonctions de l'Iran et veulent agir de façon autonome. Cela accentue le sentiment, en effet, de perte d'influence de l'Iran. Après les opérations israélo-américaines sur l'Iran, qui ont conduit à l'affaiblissement du Hezbollah et à l'isolement du Hamas dans la bande de Gaza, les Houthis étaient devenus le principal pilier de l'axe de résistance iranienne. Aujourd'hui, les Houthis ont décidé de renforcer leur capacité balistique tout en poursuivant leur propre idéologie, ce qui est fondamental à leurs yeux. Cela pose problème à l'Iran, qui se demande s'il n'est pas finalement en train de perdre la partie. À suivre toujours ce match. Merci beaucoup Christian Ballard depuis Paris. Allez, on avance. La séquence, comme promis, France-Israël avec l'invité de la grande édition. Et on va
va revenir sur un incident qui s'est déroulé avant-hier, non loin de la vieille ville de Jérusalem. Regardez, un échange tendu devant le consulat de France entre le député israélien Ohad Tal et un employé du consulat. Le parlementaire était en train de mener une visite consacrée aux activités des représentations étrangères qu'il accuse d'opérer sans autorisation en Israël. Pour les députés Tal, eh bien, le consulat français fournit des services administratifs à des résidents palestiniens des territoires sans avoir l'accréditation pour ce type d'activité. Il est avec nous justement, on va interroger tout de suite le principal protagoniste de cette scène assez inhabituelle, le député Ohad Tal du Parti sioniste religieux. Merci d'être avec nous ce soir. Racontez-nous tout d'abord ce qui s'est passé avant-hier devant le consulat général de France de Jérusalem. J'ai mené une visite de députés, la ministre Orit Strock était également présente et nous avons visité les sites de plusieurs consulats étrangers à Jérusalem, au cœur de la capitale d'Israël et parmi eux le consulat de France. Et ces consulats n'agissent pas pour l'État d'Israël ou face à l'État d'Israël, mais officiellement ces consulats sont les interlocuteurs de l'autorité palestinienne et ce sont les représentants de ces pays étrangers vis-à-vis de la Palestine, c'est-à-dire qu'ils ne remettent pas leur lettre de créance au président d'Israël, mais à Abou Mazen, à Ramallah. Ils servent aussi la population palestinienne en Judée et Samarie et défendent des intérêts palestiniens. Ça n'est pas là d'ailleurs le seul problème. Ce que nous avons vu au cours de toutes ces années, que ces consulats qui d'abord violent la souveraineté israélienne et la loi israélienne, eh bien, viole aussi la loi internationale parce qu'une représentation étrangère ne peut pas opérer dans un pays sans avoir remis ses lettres de créance au chef d'État de ce pays. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que ces consulats encouragent le terrorisme. Nous avons vu des événements organisés par le consulat de France pour les Palestiniens de Jérusalem-Est, des événements auxquels ont participé des terroristes. La nuit d'El Khaled, par exemple, avec un représentant du Front populaire de libération palestinien. Nous avons eu aussi un employé du consulat de France qui a été interpellé en train de faire de la contrebande d'armes pour les Palestiniens. Donc il y a une politique qui encourage le terrorisme palestinien. Ils ont aussi la protection, l'immunité diplomatique, et c'est pourquoi j'ai voulu que les députés voient de leurs propres yeux ce qui se passe, et dans ces prochains jours, nous allons envoyer une lettre au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Sécurité nationale et au maire de Jérusalem pour retirer au consulat, et notamment au consulat de France, tous les avantages dont ils bénéficient. En fait, ce qu'il faut faire, c'est fermer tous ces consulats qui agissent contre l'État d'Israël. Alors, donc, pour vous, accusation grave ce soir, ce consulat représente une menace sécuritaire pour Israël, malgré le fait quand même qu'il offre ses services aux Français de Jérusalem. Vous réclamez sa fermeture. La représentation française à Jérusalem a plusieurs succursales. Certaines sont des activités pour les Juifs qui vivent à Jérusalem et c'est un peu la couverture qui cache les autres activités parce qu'ils ont une autre partie de la représentation qui opère uniquement face à la population arabe. Et donc c'est une violation très claire de la souveraineté israélienne à Jérusalem. Et face à vous, avant-hier, vous avez senti de l'écoute, de la compréhension ou plutôt de la fuite ? Ma rencontre avec le représentant du consulat de Jérusalem a été très intéressante. Dès que nous sommes arrivés sur place, les députés et Madame Strouk, ils sont sortis en demandant que nous ne soyons pas sur place, que nous ne prenions pas de photos. Nous avons dit, c'est une voie publique en Israël, nous avons tout à fait le droit d'être ici, de prendre des photos. Vous n'avez aucun droit de nous en empêcher. Au départ, ils ont essayé d'envoyer des agents de sécurité et de nous entourer. Bien sûr, cela ne nous a pas émus outre mesure. En fin de compte, je me suis adressé à un des représentants du consulat de France et je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ? Si vous êtes une représentation française ici à Jérusalem,
Pourquoi est-ce que vous travaillez avec Ramallah, avec les Palestiniens, avec Abou Mazen? Si vous voulez travailler avec Abou Mazen, allez à Ramallah. Ici, c'est l'État d'Israël, c'est Jérusalem. Et malheureusement, nous savons bien que les Français ne reconnaissent pas une quelconque souveraineté israélienne à Jérusalem. Ils ne reconnaissent pas le droit d'Israël à Jérusalem, d'ailleurs pas seulement sur l'est de la ville, mais aussi sur l'ouest de la ville. Et c'est une réalité absurde que nous avons avec les Français. Donc, plus globalement, vous pensez qu'il y a un problème profond aujourd'hui dans cette relation France-Israël? D'ailleurs, comment pourrait-on peut-être réinstaurer la confiance aujourd'hui? Je pense que l'appel de la France mené par le président Macron de reconnaître un État palestinien, cela ne fait qu'ajouter à ce que je vous ai décrit. Cela montre que la France, dirigée par Emmanuel Macron, a perdu la voie. La France, et je le dis avec beaucoup de regrets, c'est un pays qui est détruit de l'intérieur par ces éléments islamistes et menés par les frères musulmans. Et toute la méthode des frères musulmans, c'est de démanteler les pays de l'intérieur. Et quand le président Macron, au lieu de combattre ces tendances qui vont détruire son pays, la France, eh bien, il veut détourner le projecteur vers Israël. Plutôt que les gens l'accusent des manquements en France, eh bien, il essaie de détourner l'attention sur Israël, sur le conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est une honte pour la France. Et malheureusement, ceux qui paieront le prix de cette politique absurde, ce sont avant tout les Français. Des mots forts. Merci beaucoup, député Ouad Tal, d'avoir été avec nous ce soir dans la grande édition. On va finir avec un reportage. Un gros plan ce soir sur les soins prodigués aux héros de Tsahal. Pourquoi ne pas mettre à profit les connaissances dans le domaine de la médecine alternative pour soulager le fardeau de celles et ceux qui risquent leur vie face aux terroristes? Notre reporter Hadas Artsinaï est parti enquêter sur l'application des recettes de l'acupuncture chinoise, et oui, au cœur de Gaza et au profit des soldats. Reportage adapté par Eric Fendler. כמה ימים הקדשת עד היום מתחילת המלחמה לחיילים, לטיפולים? מעל 600 להערכתי. עשתה לי דיקור וכוסות רוח. אני לא יודע מאיפה היא שחררה אותי, אבל דבר כזה עוד לא היה לי. אנשים בטח לא יודעים את זה שכדי להיות מדקר צריך ללמוד 4 שנים. זה הרבה יותר מתואר ראשון אם אנחנו מסתכלים על סך השעות. הלחימה בעזה נתת טיפולים ללוחמים במקום בעזה? כן, זה היה תמיד צוות של לפחות 2 האמרים עם 8 לוחמים. אני תמיד באמצע, מגנים עליי בכל צעד אפשרי. L'acupuncture chinoise a mis 3000 ans à arriver en Israël, mais elle est maintenant là, et enfin, incontournable. מגיעה לבסיסים 5-6 פעמים בשבוע. זה לא משהו שהיה דיקור וכל הטיפולים האלה בצה"ל, נכון? זה מהמלחמה? במסה כזאת, בווליום כזה לא היה לפני. לא דיקור, לא עיסויים, לא כל הטיפולים האלטרנטיביים. זה משהו שנכנס לאחרונה והם הבינו שזה מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר יש פה עניין של הצלת חיים. בעיקר אנשי מילואים שמגיעים לא בהכרח בקשירות של להיות עכשיו עם 40 קילו אפוד במשך חצי שנה, שזה היה בתחילת המלחמה. זה עומס שהוא בלתי נסבל על הגוף שלהם. בדרך כלל הם גילאים יותר מבוגרים, 30, 40, גם פגשתי 50. אז יש עליהם המון עומס, בעיקר על הדיסקים, על הכתפיים, ברכיים, ופה זה עניין של הצלת חיים מבחינתי. חייל שהוא עכשיו עם פריצת דיסק אקוטית, והוא נכנס ללחימה ולא יסדרו לו את זה, זה חייל שיכול להיפצע, וחס וחלילה גם יכול ליפול, כי הרגל שלו כשלה, כי הברך לא עבדה כמו שצריך, וזה מה שהוביל אותי להחלטה הזאת, שבאמת לשים שנייה את החיים בצד ולהתמקד בזה. השר, הכל בסדר? אתה נהנה לך פה? אני פשוט נהנה. Pendant les 400 premiers jours de la guerre, Dana se rendait dans les fortifications et corps tranchés dans Gaza. Et avec elle, des dizaines de praticiens qui se sont occupés de tous ceux qui en avaient besoin. Quand il est devenu évident que les combattants à Gaza avaient besoin de soins, elle a réussi à se faire enrôler comme réserviste.
שבוע לאחר תחילת המלחמה הרגשתי שיש לי צורך ללכת לעזור ללוחמים, ופשוט הגעתי למוצב באיו"ש, ראיתי את הצורך ופשוט לא יכולתי לחזור הביתה לקליניקה. לא יכולתי לשבת בבית בזמן שהם נלחמים, ואני יודעת כמה הם צריכים את זה, ואיזה עומס יש להם על הגב, ואיזה עומס נפשי יש להם, וכמה הדיקור רלוונטי. אז הבנתי שאין לי את האופציה לשבת בבית. זה רומן של 2 שהתחיל עוד בתחילת המלחמה. אני באתי לסבבים, הלכתי, חזרתי, סבבים. דנה והמטפלים שלה היא מתחילת המלחמה. יש לי מאוד סיפורים, החיילים שלי מגיעים אליי ואני רואה את הפנים שלהם שהיא מגיעה לאירועים ומגיעה תוך כדי סבבים וחילופים, ואיזה אור בעיניים היא עושה לחיילים, ואנשים אומרים לי, תשמע, אני לא יודע מאיפה היא שחררה אותי, אבל דבר כזה עוד לא היה לי. והדיקור באמת עובד. הדיקור עובד, זה הזיה, זה לא מסאז', זה לחיצה בנקודה מסוימת שזה משחרר. זה משהו אלוהי. L'acupuncture n'est pas uniquement une réponse aux douleurs physiques, mais si elle est correctement exploitée, elle peut aussi venir en aide à des situations de détresse mentale. גדוד 8208, שהם היו בטראומה מאוד קשה, אחרי שאיבדו 21 לוחמים. ואחרי שזה קרה, ביקשתי מהם להביא את כל הצוות עוד פעם לטפל בהם, והם לא הסכימו. ובאתי עם המיטה ואמרתי, אני רוצה לשתות קפה. תזרקו אותי? אמרו לא. פתחתי את המיטה, ישבתי לקפה, אמרתי, אם מישהו ישכב אני אטפל בו, אם לא אני אלך. נשארתי שם שבועיים, אחרי שהם לא רצו לקבל אותי ביום הראשון. ועשיתי לכל הגדוד 3 פעמים לפחות דיקור, זאת אומרת 1,500 טיפולים של דיקור, 16 שעות ביום בערך, טיפול של דיקור נפשי. ומחיילים שהיו מאוד מאוד קבועים, מאוד סגורים, מאוד בדיכאון, פתאום אני רואה אותם מתחילים לצחוק, שחקים 6 באש, קופצים בבסיס, הזמינו על האש אחרי איזה שבוע, כאילו נפתח להם. אני באמת לא מצליח להבין למה הצבא לא מכניס את הדבר הזה כטיפול, זה חובה. לכל עולם המילואים במיוחד, הוא רק ירוויח. זה חיילים שיכולים אחרי הסבבים לבוא ולפנות לנכויות כבר, והיא מצילה אותם. החלום שלי הוא להקים פלוגת מטפלים שתוכל להיכנס למקומות האלה. אני חושבת שצריך להיות גדוד, אבל בוא נתחיל בפלוגה, אפילו מחלקה. Pendant le tournage, Dana a reçu une réponse négative de l'armée qui spécifie que la raison est un manque de budget et qu'il comprenait parfaitement la grande utilité et l'importance de ces soins. Dana continuera donc à aller partout où le besoin s'en fait sentir, avec son lit de soins pliant, ses milliers d'aiguilles prêtes pour une nouvelle séance d'acupuncture et une volonté de faire, de s'occuper de tous. למרות שאנחנו באים פעם זה לא מספיק. זה צריך להיות משהו מהשגרה. כמו שהוא אוכל והוא שותה והוא ישן, הוא צריך לקבל טיפול. חלק מהמעטפת. En tout cas, bel élan de solidarité. Allez, c'est tout pour cette grande édition ce soir. Tout de suite, place au débat. Ça se débat avec Raphaël Assine et ses invités. Très bonne soirée sur Action TV.